Alors, voici venu le temps de notre dernière table ronde de la journée. Elle va traiter d'un thème central pour l'attractivité. On l'a évoqué table ronde après table ronde, c'était entre les lignes. Un thème qui nous donne des migraines à tous toutes les semaines, c'est celui des talents. Comment on les trouve, comment on les forme, comment on les retient et comment est-ce qu'on arrive à créer plus de diversité et d'inclusion. L'intitulé de ce débat, talent, employabilité et inclusion pour une attractivité forte. Merci Nathalie Bureau du Colombier, vous pouvez tous monter. Journaliste économique, d'être avec nous pour animer cet échange, coprésidé par Alain Roumillac de Manpower, Émilie Sidikian de Salesforce, avec Guillaume Fournier-Favre de Conet, Caroline Gay d'American Express, Fabien Laleuf du groupe ABB, Michael Loco de Steelcase et Maya Noël de France Digital. Nathalie, je vous laisse la parole. Merci Olivier Marchal. Bonsoir à vous tous. Sans plus attendre, donc démarrons notre dernière table ronde de la journée, donc intitulée « Talent, employabilité et inclusion pour une attractivité forte ». Sans collaborateurs, pas d'industrie, pas de service, pas d'innovation. Des collaborateurs qui ne sont ni des numéros, ni des fiches de poste. Pour une attractivité France 2030 qui soit innovante, durable et inclusive, le sujet des talents s'avère central. Tout l'enjeu étant de réussir à coller aux aspirations des nouvelles générations, de leur offrir un cadre de travail et d'épanouissement personnel. La crise sanitaire a complètement bouleversé les attentes des salariés. Leur emploi, on le sait, ne doit plus empiéter sur leur vie privée, d'où leur forte demande de flexibilité. À ce constat vient s'ajouter une pénurie des collaborateurs dans tous les secteurs. Comment l'expliquer? À qui la faute? Les entreprises ne savent-elles pas y faire ou vivons-nous une période de plein emploi? Dans un marché aussi tendu, se pose alors la question des formations et de l'attractivité des territoires. On en a parlé plusieurs fois aujourd'hui d'ailleurs. Car la pandémie a aussi rebattu les cartes de la mobilité des salariés en faveur des métropoles de province. Comment, dès à présent, créer les conditions d'un nouvel écosystème gagnant, favorisant le travail collectif? Comment attirer des profils qui, spontanément, ne penseraient pas à ABB, à Conet ou American Express? Comment faire venir des femmes dans des métiers encore trustés par les hommes? Faut-il chasser sur les réseaux sociaux? Jusqu'où pourra-t-on aller pour recruter? Peut-on imaginer utiliser l'intelligence artificielle comme outil pour sonder le moi profond des talents? Avec nous ce soir, deux présidents de table ronde. Émilie Sidikian, à ma droite, directrice générale de Salesforce France, un acteur mondial de la tech, spécialiste de la gestion de la relation client avec 1700 collaborateurs à Paris, Lyon, Nantes et Grenoble. Alain Roumillac, bonsoir. Vous êtes président de Manpower Group en France, acteur majeur du marché de l'emploi qui fédère Manpower, Experis et Talent Solutions. Guillaume Fournier... Oh là là, je ne le vois pas, bonjour. Guillaume Fournier-Favre, directeur général de Conet France, un groupe familial finlandais, et vous êtes présent depuis 50 ans dans 80 communes françaises. Fabien Laleuf, bonsoir, vous êtes directeur général du groupe ABB France, un groupe suisseau-suédois, j'ai réussi à le dire cette fois-ci, vous avez vu, spécialiste des technologies de l'électrification, de l'automation, et vous employez 105 000 salariés dans le monde. Maya Noël, bonsoir, directrice générale de France Digital, qui avec 2000 adhérents est le premier collectif de start-up et d'investisseurs en Europe. Parmi ses ambitions, l'association œuvre à attirer des talents dans le numérique avec la création d'un programme dédié. Caroline Gay, bonsoir, directrice générale d'American Express en France. Vous supervisez 800 collaborateurs issus de 30 nationalités différentes et actuellement, 122 millions de personnes possèdent dans leur portefeuille une carte Amex dans le monde avec les services associés.
Michael Loco, bonsoir, et vous êtes directeur général Europe du Sud et Afrique de Steelcase, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et du mobilier de bureau. Vous accompagnez les dirigeants et les DRH de nombreuses entreprises avec, je crois, même des clients présents ici à la tribune. Donc pour débuter cette table ronde, je me tourne vers la présidente Émilie Sédikian. Comment favoriser l'attractivité des territoires ? Tout d'abord, bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous et puis ravi d'être avec une table ronde bien chargée pour parler effectivement d'une conviction, je pense que nous avons tous, qui est effectivement employabilité, talent, inclusion, c'est l'équation gagnante et j'espère qu'on saura partager en tout cas la diversité des initiatives sur le sujet, car quand on prend finalement ce qui est en train de se passer en France, on a parlé de l'énergie tout à l'heure, mais quand on revient aussi sur le numérique, dans cette équation il manque le mot numérique. Et moi j'y crois beaucoup, pas seulement parce qu'on est une boîte de latex, que le numérique touche tout le monde, et quand on regarde les derniers chiffres de l'INSEE, aujourd'hui vous avez encore un Français sur 5 qui se dit démuni juste par l'utilisation d'Internet. Et au-delà de ça, quand on regarde aussi sur l'utilisation au quotidien de la formation, comment la formation est faite, on n'a que 3% des Français qui sont en poste, qui se disent être suffisamment formés au métier du numérique pour pouvoir opérer correctement son travail. Donc il y a vraiment effectivement cette première fracture que l'on a. Et de l'autre côté, quand on parle aussi avec nos clients dans les régions, on vient de finir un tour de France entre Lille, Nantes et on est bientôt à Marseille, le 24, on était aussi à Lyon. Bien sûr qu'on parle d'inflation et d'énergie, mais je peux vous dire que le premier sujet qui arrive sur la place juste derrière, c'est celui des talents et du retour à l'emploi. C'est celui de pouvoir trouver des personnes qui sont qualifiées et certifiées. Et dans ce cadre-là, en fait, effectivement, comment arriver à créer le pont entre les besoins et l'étude de l'APEC sur le troisième trimestre de 2022 montre toujours que 84% des entreprises sont à la recherche. Donc ça touche vraiment toutes les catégories de l'emploi. Et de l'autre côté, on a ce illectronisme toujours présent en France. Et donc j'espère qu'on saura parler d'une des solutions qui est d'arriver à agir dans un cadre d'écosystème de valeurs partagées où on arrive à créer des ponts entre le public et le privé et à monter des coalitions interentreprises. Merci Émilie. Alors Alain Romillac, vous êtes au cœur de ces problématiques. Racontez-moi comment vous vivez ce moment. Nous, aujourd'hui, c'est notre challenge. Parce que nous, notre métier, c'est de trouver les talents que les autres cherchent. Donc, et si je donne quelques chiffres, nous allons recruter cette année pour nos propres besoins à peu près 2500 collaborateurs. Nous allons recruter à peu près 40 000 pour nos clients. Et sur notre activité de travail temporaire, il nous faut trouver tous les jours, alors bien sûr les missions ne sont pas de tous les jours, mais tous les jours nous détachons 100 000 personnes chez nos clients. Donc c'est un vrai enjeu, un vrai challenge et on a 50 000 entreprises qui nous font confiance pour qu'on soit capable de leur trouver les talents. Donc nous, on est parti on a fait une étude qu'on peut retrouver sur nos sites qu'on a appelée la grande réalisation, qui était un peu quelque part le pendant de ce qu'on appelait la grande démission aux États-Unis. Pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour d'abord former nos propres équipes et qu'on soit capable d'apporter cette réponse à ces clients qui nous disaient mais qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Donc d'abord, il nous semble que ce qui est en train de se passer et cette problématique sur les compétences aujourd'hui, c'est la conjonction de 3 éléments importants. Le premier, c'est un sujet de transformation des compétences, on l'a beaucoup évoqué depuis ce matin, transformation digitale, transformation écologique, des compétences différentes de celles dont on avait besoin hier. Deuxième sujet, très fort rebond d'activité post-pandémie. Donc les entreprises qui avaient arrêté de recruter, qui parfois avaient réduit leurs effectifs, se sont remises à recruter de façon extrêmement importante. Et quand tout le monde veut rentrer au même moment sur le même marché, ça crée des tensions. Et enfin, troisième sujet, et qui est au moins aussi important, c'est que cette pandémie, elle a accéléré un certain nombre d'évolutions sociologiques. Donc les attentes des candidats, les attentes des salariés, mais c'est ce que vous vivez, ont évolué. Et je reviendrai sur 3 points qui me semblent importants. Premier sujet, meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. Et donc avec le sujet qu'on a vu que par exemple sur l'hôtellerie-restauration, les gens qui s'étaient rendus compte qu'ils étaient sur des métiers qui étaient contraignants, ils voulaient avoir moins de contraintes. Deuxième sujet, je veux être fier de l'entreprise dans laquelle je travaille, avec
une attente encore plus importante sur l'engagement sociétal, écologique de l'entreprise, dans tout ce qu'elle fait sur l'aspect RSE. Et troisième sujet, je crois que c'est la poursuite de l'individualisation que l'on vit dans nos sociétés, c'est que je veux être plus respecté, je veux qu'on s'occupe de moi, je vais sans doute m'ennuyer un peu plus vite que par le passé, et donc dès que je commence à m'ennuyer, il faut qu'on me propose d'autres challenges. Donc tous ces phénomènes-là font qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de recruter, ça nécessite à ce que les entreprises s'adaptent, travaillent sur leur marque employeur, et c'est d'ailleurs un des premiers sujets qu'on fait avec les entreprises avec lesquelles nous faisons de gros recrutements, c'est de commencer à travailler, faire un diagnostic, essayer de comparer par rapport à tous ces enjeux, et je rajouterai bien sûr l'aspect salarial qui est lié bien sûr à l'aspect inflation, c'est quels sont les éléments sur lesquels il faut travailler sur la marque employeur pour pouvoir être attractif. Merci beaucoup. Je me tourne du côté de Koné. Guillaume Fournier-Favre, en tant qu'ascensoriste, vous êtes au cœur des banlieues. Vous êtes parfois pointé du doigt quand les ascenseurs ne marchent pas dans les cités. Chez Koné, vous avez décidé de miser sur l'ascenseur social en insérant les jeunes des QPV, des quartiers prioritaires de la ville. Racontez-nous votre stratégie d'inclusion. Alors, d'abord, 2 mots pour nous présenter quand même. On est effectivement Koné, ça veut dire machine en finnois. Ça ne vous servira pas à grand-chose si vous perdez à Helsinki. On est une entreprise finlandaise, familiale, qui a 110 ans, qui est aujourd'hui le numéro 2 mondial des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Et on transporte 1 milliard de personnes tous les jours. Alors en France, on a 3000 collaborateurs avec 2 particularités. La première, c'est que 80% de nos effectifs, ce sont des techniciens et des encadrants techniques qui sont tous les jours sur le terrain, sur les chantiers, ou en train de faire de la maintenance. Et la deuxième particularité, c'est que nos équipes sont éparpillées sur plus de 80 villes en France. Alors, pour qu'on parle d'attirer des talents, nous, on s'est fixé 4 priorités. La première, elle a été longuement débattue cet après-midi, c'est l'apprentissage. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait de l'apprentissage. Et je suis très content de voir qu'avec le plan Un jeune, une solution, l'apprentissage, les gens ont changé de regard sur l'apprentissage en France, à la fois les jeunes, mais aussi leurs parents, parce que c'est souvent les parents qui influencent les choix. Et donc, c'est une vraie réussite de ces 2-3 dernières années. La deuxième priorité pour nous, c'est de féminiser ce métier technique. J'entendais dire tout à l'heure qu'il n'y a pas assez de femmes dans les grandes écoles d'ingénieurs. Mais alors, venez dans les lycées techniques, venez dans les BTS d'électromécanique, et là, vous ne trouvez plus aucune femme. Donc, on a un énorme défi à relever en tant qu'entreprise de service pour rendre ce métier accessible et attractif aux femmes. Et alors effectivement, la troisième priorité, c'est que nous, les jeunes, on va les chercher dans les quartiers. Dans les quartiers pour 2 raisons. D'abord parce que c'est là qu'on a notre parc installé. Et puis parce que ça fait des années qu'on s'est associé à une initiative que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Pacte. C'est le plan pour réunir les quartiers, les territoires et les entreprises et faire en sorte qu'on aille au-devant des jeunes, souvent même un peu déscolarisés, pour les attirer vers le monde du travail. Puis je terminerai par la 4e de nos priorités, c'est la formation continue. Nous, on a des technologies qui évoluent beaucoup plus vite que les gens. Et donc, on a besoin aujourd'hui on appelle ça upskilling ou reskilling, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fracture dans nos entreprises entre populations suivant la connaissance technologique. Et alors actuellement, nous rentrons dans une période sensible avec l'allongement de la durée des cotisations. Et je crois que vous avez des bonnes idées pour maintenir les seniors dans l'emploi. Alors, la réforme des retraites, c'est un sujet politique et je me garderai bien de donner des conseils à qui que ce soit. Par contre, moi, ce que j'observe dans nos métiers, c'est que l'aménagement des fins de carrière, le maintien des seniors dans l'emploi et l'apprentissage, ça a le même fil conducteur qui est la transmission du savoir. Et moi, je suis convaincu que si on veut pérenniser cette politique en France, il faudra que le tutorat trouve sa place et ses lettres de noblesse et qu'on ne parle pas seulement du droit à la formation, mais qu'on parle aussi du droit à former. Et nous, on est typiquement une population qui a plein de seniors, qui ont plein d'acquis, et on cherche un moyen avec les partenaires sociaux, avec le monde éducatif, pour utiliser ces seniors, pour qu'ils puissent justement nous aider à faire fonctionner la boucle
et qui deviennent les tuteurs de tous ces jeunes qu'on recrute. Merci. Du côté d'ABB, on a la même stratégie, je crois, d'intégrer les compétences, d'intégrer les seniors dans la poursuite de l'activité, dans le tutorat. Et aussi, vous avez en tête le souci de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Alors oui, effectivement, les choses ont été dites. Aujourd'hui, cet équilibre vie pro, vie perso est un élément extrêmement important dans le choix des candidats. Et nous avons, chez ABB, mis en place un certain nombre de mesures pour augmenter notre attractivité sur ces sujets-là. J'ai quelques exemples. Retour de congé maternité, la personne peut travailler à 80%, payer 100% par l'entreprise. C'est la même chose pour le conjoint qui peut prendre son mois payé aussi à 100% complété par l'entreprise. Nous avons aussi un certain nombre de coûts fins en crèche. On sait que c'est extrêmement tendu dans un certain nombre de villes pour obtenir des places en crèche. Donc on a réservé 10 places en crèche et c'est quelque chose qui vraiment est reconnu par nos candidats potentiels comme un élément d'attractivité. Et je reviens sur le télétravail. Nous avons un accord de télétravail entre 1 et 3 jours, fixe ou variable, avec la possibilité de faire le télétravail depuis la résidence secondaire. Alors, on voit aujourd'hui, on a aussi formé nos managers à la bonne pratique de comment manager les équipes à distance. Je dois reconnaître qu'on n'a pas réussi à recréer la fameuse machine à café sur les échanges informels, que ce soit en termes de lien social, mais aussi en termes d'opérationnel. Et je dirais, il y a deux mesures que nous avons proposées dans le cadre du travail de novembre, sur lequel je voudrais revenir. Le premier, c'est, et ça vient beaucoup des pays du Nord, dans le Nord, il est tout à fait normal que quelqu'un prenne 2 heures dans la journée pour aller faire du sport, pour aller s'occuper de ses enfants, pour aller prendre un rendez-vous. En France, culturellement, c'est difficile et la loi ne le permet pas vraiment. Donc nous avons fait une recommandation dans ce sens-là. Et je reviens aussi sur le sujet des seniors. Je pense qu'aujourd'hui, des gens en fin de carrière qui ont 40 ans d'expérience, c'est une expérience inestimable et que malheureusement, souvent pour des raisons budgétaires, on a tendance à raccourcir les temps de transmission. Et il faut qu'on trouve un système, je ne sais pas si c'est le tutorat, si c'est le temps partiel, mais on a vraiment besoin de trouver quelque chose pour organiser ce transfert. Et donc, pour revenir à ce que vous disiez juste avant, ça veut dire qu'on a le droit à la déconnexion, mais aussi le droit à la reconnexion en fin de journée quand tout le monde est couché. C'est ça, les jeunes, on a beaucoup parlé pendant le Covid du droit à la déconnexion, mais aujourd'hui, la demande, il est vraiment le droit à la reconnexion, effectivement. Et on n'a plus besoin de se cacher quand on est dans une résidence secondaire et qu'on télétravaille. C'est ça. J'ai une petite anecdote. Bon, j'ai eu un patron qui était un Norvégien, qui était un grand sportif, qui commençait sa journée par du sport à 6h du matin, et tout le monde savait qu'à 17h, il faisait la sieste. Et donc, il n'y avait pas de réunion de 17h à 18h. Et ça choquait personne. Aujourd'hui, je pense qu'en France, on n'en est pas là. Et dans l'industrie, racontez-nous, est-ce que vous avez du mal, vous aussi, à recruter? Comment ça se passe? Alors, je pense sur le recrutement à l'industrie, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'attractivité de l'industrie, et puis il y a le sujet du recrutement de l'attractivité d'ABB. L'attractivité de l'industrie, on a beaucoup parlé aujourd'hui. C'est un travail collectif de comment on va faire savoir l'intérêt de l'industrie. Nous accueillons dans nos sites lyonnais une classe de bac en sciences et technologies de l'industrie pendant une semaine. Nous leur permettons de voir un peu l'ensemble de nos métiers, que ce soit de la robotique, de la mobilité électrique, de la production, des processus industriels. Ils ont l'occasion de rencontrer les employés, de discuter avec eux, et ils repartent tous avec vraiment la conviction que l'industrie, c'est propre, c'est noble, c'est valorisant, c'est technologique et c'est indispensable vers un monde plus durable. Donc ça, c'est vraiment le premier volet. Et nous avons aussi des partenariats avec les grandes écoles d'ingénieurs, etc., sur lesquels on développe des choses en commun. Sur l'attractivité d'ABB, je dirais il y a vraiment 3 sujets et ça revient un peu à ce que disait Alain. Le premier, c'est l'innovation. Le deuxième, c'est vraiment la culture d'entreprise et le sens. L'innovation, encore une petite anecdote, on a co-développé avec Plastic Omnium en France le premier réservoir pour les véhicules hydrogène. Nous avons apporté notre technologie autour des robots, ils ont apporté leur connaissance autour du réservoir d'hydrogène. Fort de cette expérience, nous avons obtenu pour la filiale ABB en France le statut de centre d'excellence mondiale pour la mobilité hydrogène. Ça nous donne la possibilité de proposer des carrières à l'international pour les jeunes diplômés en France. En termes de culture d'entreprise, si nous sommes suisses-suédois, comme vous l'avez dit, 2 petits pays, nous avons toujours eu recours à la diversité pour grossir
Et cette diversité de genre, la diversité d'origine, et nous avons par exemple une surprime de cooptation pour les postes en sous-équilibre de genre. C'est-à-dire si on participe à recruter un homme dans une équipe de femmes ou une femme dans une équipe d'hommes. Comment ? On gagne combien ? On gagne 500 € de plus que la prime de cooptation normale. Les valeurs aussi, nos valeurs qui sont la collaboration, la bienveillance, le courage et la curiosité sont aussi des valeurs qui vont tout à fait avec ce que les jeunes attendent aujourd'hui. On travaille de plus en plus en mode projet. On a parlé aussi d'intéresser les employés. Et ce mode projet où un alternant peut se retrouver à l'idée un projet où il va y avoir son N+2, crée beaucoup d'émulation, beaucoup de motivation pour l'entreprise et en même temps, pour l'employé, pardon, et en même temps, ça fait un peu bouger les lignes dans l'entreprise. Et le dernier volet, le sens, nous sommes, à travers ce que vous avez écrit, au cœur de cette transformation écologique, technologique, et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de difficultés sur ce sujet-là, et je dirais que si on prend l'innovation, les valeurs de l'entreprise et le sens, nous allons recruter une centaine de personnes cette année. C'est compliqué, mais on va y arriver encore cette année. Vous êtes confiant quand même. Tout à fait. Merci Fabien Laleuf. Je me tourne du côté de Maya Noël. Vous avez débuté votre carrière professionnelle dans les ressources humaines comme chasseur de tête et vous avez accompagné Vente Privée, Deezer, Le Bon Coin avant de fonder Yborder, une plateforme de recrutement international. Et vous avez rejoint en 2019 France Digital pour développer un programme talent et travailler sur la marque employeur de l'écosystème start-up. Au sein de France Digital, vous développez un réseau de DRH en start-up. Quel est le but de ce réseau, Maya ? Merci pour cette belle présentation. Alors, effectivement, on a un réseau de DRH. En fait, on a un réseau de différents membres du COMEX. Donc, ça peut être des responsables financiers, des responsables RSE, des responsables marketing. Et sur le point particulier des DRH, je pense que c'était très important de le faire au niveau de l'écosystème pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand on est une scale-up, enfin start-up scale-up, on connaît une forme d'hypercroissance qui a ses particularités en termes de ressources humaines. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare d'expérimenter. Donc, on pensait que c'était important que les DRH, déjà entre eux, puissent partager leurs bonnes pratiques. En fait, c'est une forme d'école, d'enseignement continu entre les différentes entreprises qui vont pouvoir un peu se dire ce qu'elles font au quotidien, ce qu'elles utilisent. Comme le disait aussi Émilie, le numérique, ça a aussi, je pense, complètement changé la manière dont on recrute, à la fois parce que les outils dont on dispose sont différents. Aujourd'hui, on a un LinkedIn, on fait aussi de l'acquisition comme candidat, car on pourrait faire de l'acquisition client. Et donc ça nécessite d'être formé, ça change le métier en tant que tel. Le numérique, ça change aussi beaucoup de choses parce que les compétences des candidats évoluent aussi très très vite. Moi, quand j'ai travaillé, donc effectivement, j'ai fait plusieurs années de recrutement, j'avais des postes qui changeaient du tout au tout en à peine une année. Un poste de développeur, par exemple, sur un langage qui évolue, c'est très difficile. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce réseau, pour pouvoir accompagner cette numérisation aussi du recrutement et la manière dont on recrute. Et est-ce que l'approche de recrutement des startups diffère-t-elle des grands groupes ? Est-ce que la guerre au recrutement est déclarée avec les grands groupes ? Alors je ne sais pas si on doit forcément opposer start-up et grands groupes, au contraire, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre à la fois des grands groupes, de manière dont travaillent les startups et vice-versa. Ce qui a été évoqué précédemment, notamment par Manpower, c'est cette notion de marque employeur. Et c'est vrai, quand on est une petite entreprise, développer sa marque employeur, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens. Et toute la notion d'un France Digital qui est vraiment de réunir pour fédérer, mais aussi mutualiser les moyens, ça permet quelque part de créer une marque employeur qui n'est pas simplement à l'échelle de l'entreprise, mais à l'échelle de l'écosystème. Et donc nous, dans ce qu'on fait comme action, c'est notamment des événements de recrutement, c'est des mises en relation entre start-up qui sont plutôt nombreuses avec des grandes écoles, pour que des ponts se fassent et que du coup, on arrive à attirer dans cette catégorie d'entreprise des candidats. Ça, c'est les moyens qu'on met à disposition pour les startups qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que les grands groupes, qui ont peut-être un budget plus conséquent à attribuer. Maintenant, je pense que la relation entre startups et grands groupes est aussi intéressante sur le parti talent, parce que je pense que le passage de l'un à l'autre peut être très enrichissant. Et c'est aussi pour ça que dans les ponts concrets, il y a vraiment cette relation avec les grands groupes et les startups pour que les candidats aillent découvrir de nouvelles choses à la fois dans une startup ou dans un grand groupe et puissent faire la passerelle.
Et d'ailleurs, il y a des grands groupes qui incitent à développer certaines startups à travers des incubateurs, des accélérateurs. Donc ça se développe énormément. Et il y a des passerelles. Tout à fait. Il y a aussi des très belles startups qui sont nées de l'intrapreneuriat au sein de grands groupes. J'ai pas envie de répéter ce qui a déjà été dit, mais c'est vrai que les attentes aujourd'hui du salarié dans son entreprise diffèrent. Il y a une forme d'accomplissement ou d'apprentissage continu qu'on souhaite avoir dans son travail et qu'on peut effectivement avoir dans un grand groupe en montant son propre projet. Côté start-up aussi, ce qui est assez particulier, c'est cette forme d'hypercroissance dont je parlais tout à l'heure. Et quand je parle d'hypercroissance, ça peut être le passage de 8 à 50 personnes ou de 50 à 1000 personnes. En fait, c'est des changements radicaux qui vont vraiment complètement transformer la culture d'une entreprise. Et un employé peut se sentir à la fois très épanoui au fait de connaître ces changements, comme complètement perturbé avec un besoin de stabilité un peu différent. Parce que le rôle, quand on est dans une entreprise de 50 personnes, à manager 2 personnes, et quand on évolue sur une équipe de management de 30-40 personnes, c'est complètement différent, avec un mindset totalement différent. Et cette évolution ne correspond pas forcément à tout le monde. Et est-ce que les femmes sont sous-représentées encore dans le digital ? Non, il y a autant de femmes que d'hommes sur ce panel. Non, si, effectivement, il y a toujours ce problème-là. Nous, on fait des études, on fait une étude chaque année notamment qui s'appelle le baromètre social et économique des startups. Et dans les derniers chiffres affichés, il y a 14% de femmes fondatrices ou dirigeantes, ce qui est toujours une évolution par rapport à l'année dernière, parce qu'on était à 11%, mais ça reste quand même très très faible. Donc oui, il y a toujours cet enjeu-là au niveau des postes de direction, en tout cas, mais au final, c'est vrai à tous les niveaux. Et donc dans nos combats pour lesquels on milite beaucoup au sein de France Digital, il y a l'enjeu de la formation, et notamment la formation initiale. On pense que c'est important de former au métier du numérique dès le plus jeune âge, aussi pour permettre d'inclure le plus tôt possible des femmes et des profils en fait, issus de milieux divers dans ce genre de carrière. Et donc, les femmes manquent à l'appel à tous les postes, j'allais dire, y compris au niveau des postes de direction dans les COMEX. Alors oui, après si on fait, il y a une étude qui est sortie récemment par une des startups qui s'appelle Figures et qui montrait que dans le COMEX, il y a de plus en plus de femmes et souvent c'est un poste de DRH. Parce que c'est un métier qui est très féminin versus d'autres postes. Et ça aussi, c'est pas normal en fait. Il faudrait pas non plus créer des espèces de caricatures en disant si, on a des femmes à des postes de direction, mais toujours sur le même type de poste. Donc je ne ferai pas un constat généralisé en disant il manque de femmes de partout. Je pense qu'il faut globalement former les jeunes à tout type de métier et surtout sans faire de distinction de genre en fonction du métier. Merci beaucoup. Vous pouvez passer le micro à Caroline Gay, à votre droite. American Express France a obtenu fin octobre, c'est tout récent, c'est tout frais, le label Best Workplace for Women qui exprime la voix des collaboratrices. Comment permettez-vous aux femmes d'évoluer et de grandir dans l'entreprise ? Je crois que vous avez vous-même été promue alors que vous étiez enceinte, tout comme Maya Noël d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Alors, il y a quelques années quand même, je vous rassure. Non, mais on est très fiers, en effet, de cette récompense. Donc, en effet, on est déjà Great Place to Work, Best Place to Work. Et ensuite, sur des critères objectifs de représentativité des femmes et puis ensuite des mesures très concrètes. C'est ainsi qu'on a reçu, il y a quelques semaines, ce prix de Best Workplace pour les femmes. Alors, c'est vrai que c'était basé sur quelques actions très, très fortes que l'on prend. J'en citerai juste peut-être quelques-unes, comme chaque année, on a un groupe indépendant au niveau de la DRH qui regarde tous les salaires. Donc pour des mêmes collaborateurs, est-ce qu'il y a bien la parité pour quelqu'un qui fait le même travail, le même collaborateur, femme-homme ? Et on fait des ajustements. Donc c'est un groupe indépendant, une fois par an, ils font cet exercice. Ensuite, on fait des revues de talent et on en parlait justement, c'est-à-dire que comment on s'assure que les femmes montent dans l'entreprise. Donc nous, au niveau local, on fait une revue des femmes qui sont managers. Donc cette étape de manager à directeur, high potential, donc des potentiels hauts, et on fait une revue une fois par an de ce groupe de femmes avec le comité de direction. Et on s'assure déjà qu'on a tous la même vue sur ces femmes et comment en fait on leur donne un petit coup de boost dans le sens où on va leur donner des projets, on va les exposer. On n'a pas forcément tout de suite une promotion, mais on s'assure que chaque membre du comité de direction, on est bien au courant que ça c'est des femmes qu'on veut vraiment développer. Donc on leur dit, on leur donne confiance et en même temps ainsi ça permet que dans chaque ligne de business, s'il y a une opportunité, on va pouvoir essayer de pousser ces femmes-là. Donc ça, c'est un élément. Et d'ailleurs, récemment, il y a 2 directrices qui ont été promues en interne, qui étaient des femmes et qui sortaient de ce programme.
Troisième élément, et on en a parlé aussi, c'est, je pense, le nouveau mode de travail. Nous, on a lancé chez American Express, alors étant une entreprise américaine, on était, je pense, comme beaucoup, habitués quand même au télétravail avec des équipes un peu partout, mais c'est vrai que c'est une vraie transformation. Donc on a Amex Flex qui permet cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Donc moi-même, je peux partir à 5 heures pour aller à une réunion de parents de ma fille. I walk the talk, comme on dit en anglais. Je pense que c'est très important quand on est une DG femme et on croit sincèrement dans les actions qu'on mène, de montrer l'exemple. Et donc, on a jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine qui permet justement cet équilibre. Enfin, il y a les réseaux qui sont très développés, qui permettent, le réseau Women in Network pour les femmes, qui d'ailleurs chez nous, ce n'est pas que des femmes, contrairement à certains pays anglo-saxons, il y a beaucoup d'hommes dedans, mais justement pour prendre conseil, avoir des mentors. Et tout ça, ça fait que c'est très important pour nous parce que cette diversité, cette inclusion, pour nous, c'est vraiment un vecteur de performance. On le fait parce qu'on y croit, sincèrement, mais aussi parce qu'on le voit et on le mesure. On a un baromètre chaque année qui mesure cette inclusion. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vous dis que je suis une société diverse et inclusive, ce sont mes employés, mes collègues qui répondent à 90% de façon anonyme et qui nous disent, donc sur les femmes, plus de 90% considèrent qu'ils sont fiers de travailler pour American Express. C'est un endroit où ils sentent qu'ils ont des chances et à 98%, ils se sentent traités de façon équitable. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on le note aussi, c'est ce qui fait l'engagement. Quand on mesure l'engagement des équipes et leur performance, elles ont cet indicateur d'inclusion qui est très, très, très fort. Alors, vous venez de le dire, vous avez généralisé le télétravail lors de la pandémie. Quels enseignements en avez-vous retirés? Et puis, quelles sont les limites aussi? Alors, donc nous, en effet, on a ce mode hybride, jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Donc, c'est un vrai plus, là, encore une fois, dans ce baromètre qu'on fait une fois par an. On voit que le bien-être au travail, l'inclusion, l'équilibre vie personnelle professionnelle est monté de 85-87%. Donc, on voit que c'est un vrai plus. Je pense qu'il y a encore du travail à faire sur l'importance de quand on est au bureau. Le monde du travail, en fait, change parce que quand on est au bureau, c'est là où on a la créativité, c'est là où on peut discuter en face à face. Donc je pense qu'on a encore du travail à mener sur comment on voit ce travail au bureau, et notamment par rapport justement à la culture d'entreprise. Nous, on a une culture très forte, mais on a embauché des nouveaux pendant le Covid. Donc premier jour, ils sont avec leur ordinateur devant leur ordinateur chez eux, ça n'a pas été facile. Et donc, on voit bien que tous ceux qu'on embauche, ils veulent être au bureau au départ pour comprendre les codes et l'entreprise. Donc, il y a encore du travail à faire. Je pense qu'on n'a pas encore craqué, comme on le disait tout à l'heure, ces codes-là. Merci beaucoup. Émilie, une petite réaction par rapport à la présence des salariés au bureau? On a embauché, nous, 500 salariés l'année dernière, donc on a eu le même souci, c'est de se dire comment on assure l'intégration, la formation, comment on se met sur la culture d'entreprise. Et donc on a essayé de répondre à un enjeu qui était finalement de dire on n'impose pas de quota, donc il n'y a pas forcément de nombre de jours par mois pour le retour au bureau ou autre. On leur a mis un contrat de confiance en rappelant les bénéfices qu'ils avaient à travailler pour Salesforce, mais aussi les devoirs qui sont sur un contrat de travail, un contrat aussi de confiance, et en disant, voilà, si le lundi, on définit qu'une réunion doit se faire le mardi matin à 9h chez le client ou au bureau, il faut être en capacité de le faire. Et en fait, force est de constater que on a un taux d'occupation aujourd'hui de 85%. Alors ça, c'est très franco-français, pour être très honnête, parce que je compare avec mes petits camarades Salesforce aux US, alors eux, c'est la cata, puisqu'ils sont à 15% à San Francisco et à 40% à New York. Donc c'est encore une autre problématique. Mais en tout cas, je pense qu'on a réussi à faire ce pari de miser sur un abaissement du centre de gravité managériale et de faire confiance en fait aux managers locaux et également de repenser les bureaux en mode village. Donc il n'y a plus vraiment de bureaux individuels, ça c'était déjà le cas. Par contre, il n'y a pas de grand open space aussi très impersonnel et on leur a laissé le choix de construire des villages par industrie orientés clients, donc ils sont dans les territoires et à Paris pour faire en sorte qu'ils mettent leurs pattes, leurs touches et du coup ils l'animent eux-mêmes. D'accord. Et justement, alors on parlait de l'aménagement des espaces de travail. Michael Loco, vous êtes au cœur de ce sujet. Un sujet qui vous passionne, ce que vous aimez, vous, c'est de capter, de comprendre les évolutions de cet univers du travail. Après la pandémie, quels changements avez-vous constatés dans l'organisation du travail et quelles sont les nouvelles tendances? Alors, je pense qu'on n'a pas 2 heures.
Parce qu'il y a beaucoup de choses derrière ce sujet-là, et je pense qu'Émilie a commencé à en parler. Alors nous, notre métier, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est de réfléchir avec les organisations pour faire en sorte que partout où le travail se passe, en fait, ça soit des vrais leviers de performance. Ou d'ailleurs où il y a de l'apprentissage également. Et je pense d'ailleurs, on a un très bel exemple ici, avec cet amphithéâtre. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, mais je pense que vous avez peut-être un petit torticolis, parce que la manière dont l'espace a été aménagé, donc autant l'amphithéâtre, tout le monde peut se voir, autant nous, moi, Maya, je ne la vois pas très bien. Alors, j'aime beaucoup Alain, mais je n'arrive pas à voir Maya. Et je ne sais pas qui a dessiné cet arc de cercle-là pour dire c'est peut-être joli, mais en fait, l'arc de cercle, il aurait dû être dans l'autre sens. Il y a une proposition de service là pour l'année prochaine. Mais alors, c'est les petits détails qui font que la performance et la fluidité, alors quand on parle là du débat, si on veut échanger, ça devient quand même compliqué. Donc là, Émilie, on ne voit pas les différents interlocuteurs derrière, donc ça devient compliqué. Et c'est pareil dans une organisation. Et c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui que les organisations se posent la question de qu'est-ce qu'est le travail hybride. On l'a évoqué, on a parlé de travail à la maison, du retour au bureau. Donc il y a plein de sujets qui sont derrière. Et aujourd'hui, les entreprises nous demandent tous. On a quand même un petit problème, c'est que autant, oui, pendant la pandémie, on a vu une augmentation de la productivité, certains le voient, mais quand on parle de créativité, par contre, pour le coup, c'est pas forcément été le cas, et même on voit une diminution. Donc en fait, on se rend compte que pendant la pandémie, et même après, et maintenant, il y a une érosion du capital qui a été acquis auparavant. Et si on prend un peu de hauteur par rapport à tout ça, se pose la question du rôle de l'espace de travail, ou si on parle des talents, se dire comment faire en sorte que les collaborateurs le vendredi soir se disent vivement lundi pour que je revienne au bureau, ou vivement lundi pour que je reprenne le boulot. Et ça, c'est une vraie problématique que tout le monde a. Et aujourd'hui, on échange beaucoup sur ce sujet, parce que, alors on parlait des talents, et tout le monde s'est posé la question finalement du rapport au travail. Qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce qu'il est devenu? Alors on parle de travail hybride, mais l'hybridation, c'est quelque chose de très complexe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois quelque chose d'hybride qui est créé, ça génère des nouveaux usages, des nouveaux comportements, des nouvelles choses. Et donc, il faut apprendre. Donc je pense qu'il y a, dans tous les témoignages d'aujourd'hui, il y a une notion très humble de se dire, on va mettre des choses en place pour tester, pour attirer ces talents-là, mais je pense qu'il faut continuer à apprendre. Nous, dans notre recherche, on a un élément qui est ressorti, qui est très intéressant, qui est la notion d'équité. La notion d'équité est de plus en plus importante. Par exemple, ici, on était tous, alors sauf ceux qui sont au premier rang, parce qu'ils ont soudoyé Christian pour être au premier rang, mais sinon, on avait tous le choix de choisir l'espace où on était. Donc, on est tous équitables. Après, il y en a qui ont peut-être plus profité des pauses café que d'autres, donc vous retrouvez là-haut. Mais par contre, on était tous équitables. Dans les entreprises, cette notion d'équité est très importante. Elle est parce que, on l'a vu, vous avez des cols blancs, mais certains ont aussi des cols bleus. Certains ont des personnes en agence. Quand on parle de télétravail, finalement, quand on parle de ces modes de travail hybrides, parce que ce qui est sous-entendu, c'est hybride, c'est souvent la notion de télétravail. Or, comment expliquer à un ouvrier dans une usine, oui, tu vas télétravailler, c'est pas possible. Donc, comment faire en sorte qu'il y ait cette équité? Équité aussi au sens d'inclusion des talents. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on embauche un collaborateur, je prends le temps de déjeuner avec eux. Et en fait, je me suis rendu compte, tout simplement, on a recruté quelqu'un qui était malentendant. Et on échangeait. Et aujourd'hui, de plus en plus de choses se font en ce qu'on appelle en mode hybride. Donc, il y a des personnes qui sont en présentiel et d'autres qui sont remote. Et alors, soit d'ailleurs, pendant la réunion, vous les oubliez parce qu'ils sont trop petits. Donc, est-ce que la personne qui est en remote a autant de chances d'être présent et de participer à la réunion? Mais surtout, ce que je me suis rendu compte, et ce qu'elle m'a dit, Mickaël, c'est très bien les réunions hybrides, mais il y a un truc qui me gêne un petit peu. Je dis, c'est quoi? C'est, en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'allument pas leur caméra, et moi, comme je suis malentendante, je ne vois pas, et je ne peux pas rêver. Donc, il y a cette question d'inclusion. Donc ça, c'est des tout petits éléments, mais je pense qu'on est à l'aube d'apprendre tous ces changements-là autour des nouvelles manières de travailler, de l'ère post-Covid, ce que ça génère. Donc ça, c'est vraiment des éléments très intéressants auxquels toutes nos entreprises, et nous tous, en tant que dirigeants d'entreprise, on doit se poser la question
comment ça se traduit dans nos usages, nos manières de comprendre et dans l'espace de travail. Et après, j'imagine qu'il faudra faire évoluer la réglementation, le code du travail, qui met du temps à s'adapter aux usages. Oui, alors il y a le code du travail, parce qu'aujourd'hui dans la loi française, en fait, vous ne pouvez pas demander à un collaborateur d'allumer la caméra, c'est légalement interdit. Oui, donc il y a des évolutions à faire. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi un changement de mentalité à avoir, puisque il y a quelque temps, aujourd'hui, il faut repartir de l'individu, s'en recentrer sur l'individu. Avant, on designait des espaces qui étaient plutôt pour l'intégralité de collaborateurs avec une moyenne. Or ici, si on fait la moyenne de toutes les personnes, bon, je suis à peu près sûr qu'on aurait quelqu'un de blanc, je ne pense pas me tromper. Je ne sais pas si on aurait un homme ou une femme d'ailleurs, ou quelqu'un de transgenre, mais c'est pareil, mais en tout cas, personne ne représenterait cette moyenne. Or, dans les espaces de travail au bureau, on a voulu forcer les gens à être sur des open space qui ressemblaient à tout le monde. Et j'aime beaucoup la notion de village que tu évoquais, Émilie. C'est vrai que ça permet, et c'est ce que l'on prône, c'est réfléchir à des écosystèmes. En fait, c'est plutôt designé en fait, pour finalement les extrêmes, pour permettre à chacun d'être qui on est. Il n'y a pas un seul dirigeant ici qui ressemble à l'autre. Vous n'avez pas tous la même manière de travailler. Il y a des introvertis, des extravertis. Donc il faut vraiment réfléchir à ces sujets-là pour que les talents se sentent bien et on sorte du côté, finalement je rentre au bureau pour faire comme tout le monde, un côté très tayloriste de l'approche du travail, pour avoir au lieu d'un contrat de labeur finalement, rentrer dans un contrat plutôt qui est un contrat d'ouvrage, et pour se dire, au lieu d'être Charlie Chaplin à l'usine dans les temps modernes, être plutôt un Michel-Ange qui crée sa chapelle Sixtine. Voilà. Merci beaucoup, Michael. Alors, la rémunération du salarié ne fait pas tout. On l'a vu, les collaborateurs attendent autre chose. Qu'attendent-ils au juste ? Est-ce que vous savez, Émilie, quelles sont les attentes des collaborateurs aujourd'hui ? Le salaire, est-ce que c'est le critère number one ou... Non, si c'est le salaire, je ne les prends pas. Justement, je vois que Provence Promotion est dans la salle et on était à Marseille. On a vraiment rencontré à la fois l'ensemble des acteurs de la collectivité et puis les associations, les écoles, et puis les jeunes qui étaient en recherche d'emploi dans la région. Et la première chose qu'ils nous ont dit, ils ont dit, mais en fait, vous oubliez systématiquement en tant que dirigeant de parler du sens. Parce que nous, c'est ça qui nous plaît. Et en fait, c'est vraiment ça le premier critère, je pense. C'est de dire, si je rentre dans une entreprise, c'est pour faire quoi ? Quel va être mon impact individuel ? Quel est l'impact aussi de l'entreprise ? Et donc, comment mon travail va servir finalement la société ? Et je peux vous dire qu'on a revu complètement aussi notre manière de recruter. Tu parlais tout à l'heure des DRH et autres. Dans le recrutement, on est finalement moins sur le CV que finalement sur les valeurs. Et en fait, on fait des panels qui sont assez diversifiés puisqu'on met en face du candidat, et c'est aussi pour lui le fait de pouvoir se frotter à différents types de leadership de l'entreprise et de personnalité. On lui met des hommes, des femmes, mais aussi des préférences sexuelles différentes, des origines différentes, et qui parlent en fait de leur passion au-delà de l'entreprise, de ce qu'ils font dans leur quotidien. Et on demande finalement au candidat aussi ses engagements au-delà de l'entreprise et au-delà de son rôle. Pourquoi ? Parce qu'on a un modèle qui est très engageant, ils le savent. Donc on est aussi sur Glassdoor et sur Great Place to Work. Mais je peux vous dire, quand vous rentrez chez Salesforce, si vous ne faites pas vos 7 jours ouvrés payés, temps plein, pour venir rendre dans une association de votre choix, faire du bénévolat, on a 20 000 heures de bénévolat, ou à venir faire un chantier solidaire, vous ne restez pas longtemps. Et ça, c'est une réalité. Donc ça veut dire que je pense que ça permet aussi de donner du sens et de comprendre comment l'ADN de l'entreprise se vit au quotidien. Merci. Alain Roumillac. Alors, peut-être, on a traité beaucoup de choses. Je voudrais revenir sur un sujet. Voilà, on fait un certain nombre, encore une fois, d'études sociologiques pour essayer de bien comprendre comment aborder au mieux les candidats et les employés. Il y a un sujet qu'on n'a peut-être pas suffisamment évoqué. Donc, dans une de nos études qui s'appelle What People Want, le sujet de la formation et de l'accès à la formation est un sujet important. Aujourd'hui, 81% des gens qu'on interroge disent « Ce que j'attends de l'entreprise, c'est qu'elle me permette de me former, pas obligatoirement me former, me permette de me former par rapport à ce que seront les enjeux de demain. » Et donc, et d'autant plus si c'est compliqué de recruter des gens sur les profils que l'on recherche, ce qu'il faut, c'est surtout essayer de développer ceux qui ont déjà de la compétence. Donc là encore, je l'évoquais tout à l'heure, il y a un appétit pour des choses nouvelles. Je pense que les candidats, les employés ont eux intégré que les métiers vont changer, que s'ils veulent continuer à se réaliser dans leur vie professionnelle, il va falloir qu'ils changent de métier, qu'ils changent de compétences, et il faut absolument qu'on leur donne un contexte
qu'ils soient apprenants. Il faut bien évidemment qu'on s'assure qu'on recrute des gens qui ont envie d'apprendre, mais les mettre dans une situation où ils peuvent apprendre, c'est quelque chose d'important, de motivant, et c'est sûrement un critère de rétention extrêmement important. Qui veut réagir sur les attentes des salariés ? Moi, je rajouterais peut-être, je suis tout à fait en phase avec ce que tu disais, Émilie, sur le sens, bon, notamment quand on est une société de service, c'est très important la satisfaction des clients. Je rajouterais avec le mot sens aussi, le mot authentique. C'est-à-dire que nous, on le voit quand on fait passer des entretiens, nos candidats vont vraiment voir sur le site ou même interroger qu'est-ce qu'on fait concrètement. Quand on dit du sens, par exemple sur la diversité ou l'inclusion, est-ce que c'est une façade ? Est-ce que c'est de la communication ? Ou même sur le climat, l'environnement, etc., l'empreinte carbone, est-ce que c'est une façade parce que tout le monde en parle et ça fait bien ? Ou est-ce que c'est vraiment concret ? Donc je dirais que c'est vraiment très important le sens lié à l'authenticité. Et chacun à son échelle. Nous, on a 800 collaborateurs. On essaye de faire du bien là où on est implanté à notre échelle. On n'a pas la taille de Salesforce. Mais voilà, chacun à son échelle, que ce soit vrai, en fait, c'est ça mon point que j'ajouterais. Mais en cette période quand même inflationniste, le salaire, il ne remonte pas dans les critères, dans l'importance, Michael ? Alors, non, oui, le salaire il reste important, mais ce n'est pas le premier critère. En entretien, moi, les premières questions que j'ai, je pense que beaucoup d'entre c'est quelle est votre politique de télétravail ? La deuxième, c'est, on avait des designers qui me questionnaient sur la provenance de l'eau dans nos usines. Donc il faut une vraie cohérence, et je pense qu'on l'a mentionné, c'est la notion d'authenticité et de cohérence aussi de l'expérience du collaborateur par rapport aux valeurs qui sont promues. Un collaborateur va sentir cet écart entre ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce qui est affiché sur un site internet et ce qui est en réalité. Donc ça passe par aussi la manière dont le leadership se fait. Ça, je pense que c'est important. Et beaucoup de gens ne rejoignent plus, elles rejoignent des entreprises, des projets, mais aussi des personnes. Je pense que c'est aussi important. Les leaders et les dirigeants d'entreprise représentent quelque chose et les personnes s'identifient. Donc il y a aussi cette notion-là qui est importante et à creuser pour toutes les entreprises. Et dans le monde des startups, dans le digital, comment ça se passe, Maya ? Alors moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Néanmoins, moi, je travaille pour une association et je dirige une association et du coup, j'ai des salaires qui ne sont pas toujours alignés avec le marché et je peux vous dire que l'argent, ça reste toujours un problème quand même. Je veux quand même qu'on remette un peu les pieds sur terre. Non, mais je suis tout à fait alignée. La force qu'on a, nous, France Digital, on arrive très bien à recruter parce que justement, on a une mission. Et ça, c'est important. On permet aussi aux employés de se former. Ça, c'est très important aussi. On a des valeurs. Enfin, tout ça, je pense que c'est bien parce que je pense que la culture évolue. Et d'ailleurs, les startups qui ont fait le choix dès le départ d'avoir une culture forte sont souvent celles qui réussissent le mieux sur la durée à attirer les talents. Maintenant, pour revenir sur la question de l'argent, je pense que être dans une entreprise qui a du sens, se dire qu'on travaille pour une mission, c'est très important. Mais ce qui peut aussi permettre d'attirer et de retenir les talents, c'est de se dire que toute la valeur qui est créée par l'entreprise, elle est repartagée avec vous. Et donc il y a cette notion en fait d'equity, d'action gratuite, de BSPCE, qui je pense est très très importante. Et un des sujets pour lesquels on travaille beaucoup nous en tant qu'association, c'est d'essayer de faire en sorte de simplifier ce système-là et de le rendre plus accessible, plus facilement entendable de la part des salariés, parce que je pense que c'est effectivement très important qu'il y ait ce partage de la valeur. D'ailleurs, la rémunération, ce n'est pas que le salaire, ça peut être aussi l'intéressement. Tout à fait, et encore plus dans les startups pour lesquelles, dans certains cas, ça peut être des vrais paris pour les salariés. Et le fait d'avoir des actions, enfin des BSPCE dans la plupart du temps, ça leur permet derrière de transformer, on va dire, le sacrifice financier qui a été fait à un instant T pour de potentiels revenus dans le futur. Et est-ce que les canaux de recrutement ont évolué ces dernières années ? Est-ce que les canaux de recrutement, où est-ce qu'on recrute ? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je pense que le numérique a aussi pas mal modifié la façon dont on recrute. Et c'est quelque chose qui est très visible dans les startups, c'est que la plupart d'entre elles sont quand même des entreprises B2B. Et c'est très difficile d'avoir une véritable marque quand on fait du B2B. C'est pas un produit qui est connu de tous. Et donc savoir développer une marque employeur, c'est très important parce qu'en fait, attirer des candidats, c'est comme attirer des clients. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui a beaucoup évolué dans le recrutement, c'est cette capacité, avec notamment les niveaux canaux d'acquisition, c'est le fait de se dire un candidat est un client avec certaines attentes. Il faut savoir, du coup, positionner l'entreprise, créer une marque qui va permettre d'attirer le candidat. Alors, juste là-dessus, nous, notre principal canal de recrutement, c'est les étudiants, c'est l'école. Et pendant des années, on a eu du mal à créer ces passerelles entre les entreprises et le monde de l'enseignement. Ça a été très difficile. Et là, je trouve
admirable de voir que depuis quelques années, ces passerelles sont en train de se construire. Les entreprises sont en train de trouver une place. Alors, je ne parle pas des grandes écoles, je parle vraiment des lycées techniques, du monde vraiment de la formation professionnelle. Il y avait beaucoup de méfiance vis-à-vis des entreprises. Et depuis quelques années, la collaboration et je trouve l'échange a beaucoup mieux fonctionné. On n'est plus seulement sollicité pour financer des plateaux de formation, on est aussi maintenant en train de construire pour ces jeunes un accès à l'emploi. Et ça, c'est plutôt une bonne idée et plutôt bien continuer. Dernière question, mais pas des moindres. Les métropoles de province dont on a beaucoup parlé aujourd'hui ont-elles plus d'importance qu'auparavant dans les stratégies des entreprises et dans l'affirmative? Pourquoi? Je peux commencer? Tout à fait. Alors, oui. Oui. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense que c'était Xavier qui disait qu'il faut être le plus proche de ses clients. Je pense que ça fait du sens. Ça fait du sens d'un point de vue aussi environnemental. Et donc, ça permet aussi de recruter local, d'avoir une diversité. Donc, c'est pour ça que... Et il y a des viviers et des compétences qui sont répartis sur l'intégralité du territoire. Et comme on a besoin d'être au plus proche des clients, on a besoin de circuits courts. Ça joue un rôle prépondérant et important, surtout après quand on fait aussi bouger des biens. Donc c'est pas que sur les talents, mais c'est aussi sur les implantations physiques et l'utilisation de l'intégralité du territoire. Fabien Laleuf, les territoires sont importants pour vous. Oui, c'était un des débats de Marseille, mais si on prend l'exemple de l'aéronautique et de Toulouse, on voit bien la valeur des écosystèmes autour des segments et dans les sujets qu'on aborde aujourd'hui dans la transition écologique, énergétique, tout dépend comment on l'appelle, mais on voit bien qu'on aura besoin de grands groupes, de liaisons numériques, de start-up, d'écoles, et tout ça, on le trouve plus facilement, je dirais, en région. Et si on prend l'exemple de Marseille, sur lequel on avait travaillé, on se rend compte qu'il y a le port, il y a l'industrie, il y a les connexions numériques, il y a l'ensemble finalement de ce qu'il y a besoin dans un écosystème pour développer des filières fortes. Et on avait parlé de l'hydrogène, où on a en même temps les utilisateurs, les producteurs potentiels, et on voit qu'on a beaucoup de briques qui nous permettraient de développer très rapidement des filières. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver un terrain aussi favorable à la capitale. Juste, on parlait dans la conférence précédente de relocalisation, de réindustrialisation. Est-ce qu'on a déjà les talents présents ou est-ce qu'il faudra les former dans la perspective de nouvelles usines, pour autant qu'on ait de l'énergie, bien sûr? Je pense qu'il y a vraiment deux manières de voir. Il y a la manière de dire, si on apporte du sens, des valeurs, de la transparence, de la confiance, finalement, on arrivera à amener ces candidats qui ont envie sur des nouvelles compétences. Je pense que les choses évoluent tellement vite que si on attend, la solution n'est pas forcément d'attendre que l'école nous sorte les candidats idéaux. Il faut peut-être au contraire être moteur et travailler avec des gens qui en ont envie autour de valeurs communes. Et je pense qu'on peut y arriver plus vite. Alain Romillac, une question là sur les territoires, les métropoles de province. Sur certains métiers, c'est compliqué de trouver les compétences dans les métropoles de province. Je dirais, on est presque passé à l'étape suivante. Et je vois, si je prends nous l'exemple de notre marque Experis, on a des centres de services. Aujourd'hui, nos centres de services, aujourd'hui, réussir à trouver les compétences. Là où on est présent sur les grandes villes, on est présent à Lille, à Rennes, à Nantes et à Toulouse. C'est très compliqué. Donc c'est pour ça que ça nous a amené, nous, à aller un cran plus loin. Et aujourd'hui, les centres de services qui marchent le mieux, où c'est le plus facile de recruter, où on a la meilleure qualité de service, c'est à Cherbourg et c'est à Lannion. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, quelle est aussi une des difficultés? Alors, ce qui réussit à nous aider, c'est le télétravail. Parce que sur les grandes métropoles régionales, aujourd'hui, un des sujets qui est de plus en plus important, c'est les temps de transport. Et dans les grandes métropoles régionales, aujourd'hui, elles commencent à être très engorgées. Vous avez des systèmes de transport public qui ne sont pas toujours aussi développés qu'ils devraient être. Et donc, voilà, donc il faut trouver les bons arbitrages. Et c'est vrai que nous, on voit de plus en plus d'ailleurs d'entreprises qui viennent nous voir en disant, voilà, on n'y arrive plus à tel endroit, où est-ce qu'il faudrait aller? Les grandes métropoles régionales, c'est bien. Moi, je pense que aller sur
des zones où on a des villes entre 50 et 100 000 habitants. Je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver des compétences, des gens qui ont envie de rester sur leur territoire et où c'est potentiellement tout aussi facile que dans les grandes métropoles régionales. Merci à vous tous pour cet échange. Nous arrivons au terme de ce débat et je redonne la parole pour le clore à Émilie Sidiquian et à Alain Roumillac pour le mot de la fin. Le mot de la fin, il est compliqué à résumer parce qu'effectivement, il y a plein d'initiatives qui sont extrêmement riches et dans les différents secteurs. Après, si je fais un petit peu le pont aussi avec ce qu'a dit le MEDEF juste avant, on a parlé effectivement de plein de crises, crise d'énergie, l'inflation, la crise économique. On a quand même des clients qui ont réussi, si on reste positif, à remplir leur carnet de commandes sur 2021 et 2022. On est aujourd'hui des dirigeants de groupes internationaux. On sait que 2023, il va falloir aussi arriver à gérer les injonctions contradictoires entre le court terme et le long terme. Et quand on parle d'employabilité et d'inclusion, bien souvent, c'est dans ces périodes-là où on teste aussi finalement nos valeurs intrinsèques en tant que manager pour arriver à maintenir le I de inclusion dans ces moments-là. Et donc, je pense que ça repose sur des qualités managériales pour arriver à gérer un peu la complexité que l'on a. Et je reste très positive sur notre capacité à le faire tous ensemble. Il me semble que le monde a changé. Il me semble que si on a eu cette discussion il y a 2 ou 3 ans, il ne me semble pas qu'on aurait eu cette homogénéité dans notre vision du fait qu'aujourd'hui, on était vraiment sur une guerre des talents. Ça, c'est le premier sujet. J'engage tout le monde à se poser la question si est-ce que ce qu'on partage dans cet hémicycle, c'est partagé dans l'ensemble de nos équipes. Je vois beaucoup de clients qui ont des difficultés pour faire, qualifier du change management, et qui me disent, on a conscience de ce qu'il faut faire, que ça descende jusqu'au niveau de nos managers première ligne, très compliqué. Parce qu'il reste, d'abord, premièrement, on leur met aussi des injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'on leur dit sois plus inclusif, mais le gars qui rentre, il faut qu'il soit opérationnel demain. Donc on a aussi nos responsabilités. Donc ce sujet de cohérence qui a été évoqué tout à l'heure, qui est hyper important, et donc il faut s'assurer, et encore une fois je témoigne du fait que je vois des entreprises qui ont compris ce qu'il fallait faire. C'est très clair au niveau du COMEX, c'est très clair au niveau de la DRH. Comment est-ce qu'on fait en sorte que cette cohérence qui a été évoquée, et c'est vrai que les candidats, ils veulent s'assurer que quand ils vont rencontrer différents interlocuteurs, et souvent ils vont rencontrer leur manager direct, c'est qu'on leur raconte la même histoire. Donc ce sont des sujets qui sont importants, donc le sujet de cohérence est clé. Et puis on a évoqué, c'est Mickaël qui l'a évoqué, le sujet de l'individualisation. Chacun veut être traité de façon personnelle, pas traiter tout le monde de la même façon. Ça nécessite là encore des changements extrêmement critiques. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement.